Bonjour, Fabien Leroy, Hutchinson. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différents produits que Hutchinson développe pour les applications cryogéniques et également l'ensemble des essais que nous avons développés pour qualifier ces matériaux. Alors, lors de ma présentation, je vais faire une brève présentation d'Hutchinson. Ensuite, je vous parlerai de l'ensemble des essais cryogéniques que nous avons développés. Et enfin, je vous parlerai des nouveaux matériaux que nous avons développés pour les applications cryogéniques. Donc, je vais passer rapidement sur Hutchinson. Je dirais que vous retrouverez l'ensemble de ces chiffres sur notre site internet. Hutchinson, c'est un peu plus de 3 milliards un peu moins de 3 milliards et demi de chiffre d'affaires. Bon, je vais passer rapidement puisque ce que l'on peut dire, c'est que Hutchinson est implanté partout dans le monde, spécifiquement en Europe, avec 20 000 personnes en Europe. Et puis ensuite, on est bien implanté aux États-Unis et puis en Asie. Hutchinson fait partie du groupe Total, de la branche raffinage chimie. Donc on va rentrer un peu dans le sujet. Donc Hutchinson fabrique des matériaux haute performance donc dans l'aérospace, avec l'isolation de la coiffe d'Ariane 5, donc qui est soumise à des températures extrêmement hautes et basses et soumise à des contraintes mécaniques importantes. Ensuite, Hutchinson a aussi fait l'isolation du cyclotron à Genève. Donc là, on approche. Là, on parle plus de GNL. Enfin, donc là, on parle vraiment on est au tout proche du zéro absolu. Et puis, je dirais, on produit aussi pas mal de produits pour l'aéronautique, le ferroviaire et la marine. Et donc, ces produits sont des matériaux isolants. Isolant thermique, isolant acoustique, anti-vibratoire, donc pour les cabines, pour les cockpits. Et l'ensemble de ces matériaux sont également passent l'ensemble des normes feu qui peuvent être dans les cahiers des charges. Et sachant que ces normes ne sont pas toujours identiques entre le ferroviaire et puis l'aéro, puis l'aéro étant les plus strictes. Et donc dans notre division, donc là, on revient au LNG. Donc, dans notre division, nous fabriquons une membrane flexible cryogénique depuis plus de 20 ans. Donc, ce que je vais vous présenter là. Donc, tout à l'heure, GTT a parlé de différentes technologies. Donc, nous fournissons le triplex pour une des technologies que développe GTT. Donc, c'est une membrane souple à température cryogénique. C'est une membrane que nous produisons depuis plus de 20 ans. Nous avons aujourd'hui équipé 160 méthaniers, ce qui fait un peu plus d'1 million, enfin ça fait 1 300 000 m² de produits depuis 1992. Et nos clients sont coréens, forcément. Donc Samsung, Hyundai, Enjin, au Japon, Koyo, Universal Shipbuilding et NKK. Et puis nous avons également livré du triplex pour les chantiers de l'Atlantique. Alors, fort de cette expérience, nous avons lancé des nouveaux développements pour faire des protections de pont de FLNG, donc les Floating Liquid Natural Gas. Et ces protections de pont doivent prévenir d'une rupture de canalisation ou d'un choc cryogénique et également faire une protection feu en cas de feu dû au méthane. Donc l'ensemble de ces développements nous ont amené à faire des développements, l'ensemble de ces développements de matériaux nous ont amené à développer des tests pour valider les matériaux, pour vérifier qu'ils respectent bien les cahiers des charges. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc notre expérience dans les essais cryogéniques, donc en 2008, nous avons décidé de nous équiper de notre matériel de test pour le triplex. Donc nous sommes capables, avec une enceinte cryogénique que nous avons adaptée sur notre dynamomètre, de faire l'ensemble des essais que fait GTT. Donc avec des essais, donc une petite enceinte, enfin une petite enceinte relativement petite, mais qui nous permet de faire l'ensemble des essais qui sont cisaillement simples,
cisaillement double, traction perpendiculaire, pelage, traction rupture avec extensomètre. Donc ici donc, on a une photo à température ambiante et une photo à température cryogénique, donc moins 170 ou moins 180 suivant les essais. Donc, lorsque nous avons développé le projet sur les protections de pont, sur notre nouveau matériau pour les protections de pont, nous avons commencé par faire des essais chez nous, en interne, pour voir si nos matériaux, pour je dirais, faire une première validation de nos matériaux. Et nous avons lancé un essai pour vérifier que notre matériau isolait bien d'un choc cryogénique pendant 2 heures. Et donc, après ces essais-là, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait vraiment qu'on lance vraiment un programme d'essai et qu'on vérifie bien que... parce qu'en fait, le premier essai n'était pas du tout répétable. Donc, on a lancé un programme d'essai, ce qui nous a conduit à avoir un essai répétable et puis fiable. Et avec cette expérience, nous avons intégré le groupe de normalisation ISO, qui est piloté par Technip. Dans ce groupe ISO, il y a également EDF, GDF... Total, enfin bon, Saipem, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un peu la démarche. Alors, je vais passer rapidement sur ce slide, mais c'est la démarche que nous avons eue pour faire les essais. Donc ça, c'est le premier essai que je vous ai parlé tout à l'heure. On s'est rendu compte que sur cet essai-là, un essai basique, donc une tôle, un isolant. Donc la tôle correspond au pont. Au pont du FLNG, un isolant, et puis dessus on a mis une barrière triplex. Et donc cet essai-là, lorsqu'on l'a fait, on avait des essais qui n'étaient pas du tout répétables, et puis vraiment des choses complètement incohérentes. Donc on a continué à travailler en protégeant en fait la partie inférieure de notre maquette, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus isolé. En bleu, c'est la partie isolation. Donc là, on commence à avoir des essais plus répétables, pour finalement arriver à un système où on ventilait le dessous de notre maquette pour avoir un flux continu d'air à une température contrôlée. Donc là, c'était 23 degrés. Donc on injectait sous notre maquette de l'air à 23 degrés à un débit constant, parce que le débit est également très important. Et donc finalement, cet essai-là, on a pu avoir des choses répétables. Alors ici, j'ai numéroté de A à D les essais. Donc ici, on peut voir les résultats. Donc les 4 courbes qui sont ici, on a testé exactement le même matériau. Et donc on peut voir qu'ici, après 1 heure, on est à moins 31 degrés sous la tôle, lorsqu'on met du méthane dans notre bassine. Alors qu'ici, on est à moins 25 degrés après 2 heures. Donc en fait, on voit tout de suite que le moyen test a une importance très très importante sur le résultat. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on a lancé ces essais-là, c'est parce qu'il n'existe pas aujourd'hui très peu de littérature dans ce domaine-là, dans la cryogénie. Et donc c'est des choses que l'on a découvert, qu'on a discuté avec Technip. Et c'est vrai qu'on était... c'est peut-être des essais qui sont... excusez-moi, il faut que je revienne. Voilà. Ça paraît un peu archaïque, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de bibliographie, il y a vraiment rien qui existe dans ce domaine-là. Et donc, c'est important de travailler sur ce domaine-là. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. C'était juste un exemple de ce qu'on a fait, mais on a fait beaucoup, beaucoup plus d'essais. On a fait des essais donc, avec 2 matières différentes. Donc ici, on a un matériau qui est peu isolant, et ici, un matériau très isolant. Et on peut voir les différents résultats à chaque fois en fonction du moyen de test. Donc ici, ça c'est différents moyens de test pour le même matériau, et ici également. Donc même avec un matériau très isolant, on peut se rendre compte qu'on a quand même 10 degrés d'écart sur le résultat à la fin. Donc c'est vraiment important. Le moyen de test est vraiment important, et on a besoin d'un moyen de test répétable pour comparer des matériaux. Alors ensuite, on a également travaillé en modélisation. Donc on a
fait un modèle. Donc ça, on a commencé il n'y a pas très longtemps, mais je dirais qu'on veut continuer à développer ce modèle. Et le modèle, ici, est un modèle simple qui nous a permis de comparer la modélisation à un essai. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 1 degré d'écart entre le modèle et l'essai réel. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler sur ces modèles, continuer à travailler sur les essais pour pouvoir anticiper les résultats de nouveaux matériaux que l'on va tester. Donc maintenant, je vais vous parler donc de l'ISO. Donc on est rentré dans l'ISO il y a en 2013, je crois, 2013-2014. Donc c'est Determination of the Resistance to Creating Spillage of Insulation Materials. Donc cette ISO a été lancé par Technip parce que Technip voulait comparer différents matériaux pour ses projets et finalement ils se sont rendus compte qu'il n'y avait vraiment pas de littérature. Ils ont travaillé avec la NASA, avec différents partenaires pour essayer de faire des choses, pour essayer de comprendre ce qui se passait et puis de faire un test représentatif qui puisse comparer les matériaux. Et donc ce qui a été décidé au niveau de la norme, c'est que on parte d'une éprouvette qui est utilisée pour le Jetfire. Puisque dans un scénario catastrophique sur un FLNG, on a déjà un déversement de GNL, de LNG, et puis ensuite on a un incendie. Donc l'idée c'était de tester en premier, de faire un test cryogénique, et en deuxième, de prendre cette même maquette et de la tester tout de suite en Jetfire. Donc c'est pour ça on est parti, donc ça simplifie le travail un petit peu, on est parti de la maquette qui existe pour la norme Jetfire 22899. Donc à partir de ça, ensuite ça prend toujours beaucoup de temps, la normalisation pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a discuté pendant 1 an pour arriver à un premier draft qui est ici. Donc ce draft, Hutchinson l'a commenté. Il y a eu des discussions avec Technip, avec Total, avec tous les partenaires pour faire des propositions. On est arrivé à une solution finale qui est ici. Donc cette solution finale, au niveau de l'essai, nous paraît tout à fait cohérente. Par contre, aujourd'hui, on est obligé de le tester dehors, puisqu'on va injecter quand même, je crois, 300 litres d'azote liquide en 30 secondes. Donc on a des risques, si on met ça indoor, enfin si on met ça dans un bâtiment, on a des risques d'anoxie et d'accident. Donc aujourd'hui, la solution, elle existe, mais elle sera obligatoirement faite à l'extérieur. Et ce qu'a proposé Hutchinson récemment, c'est d'intégrer ça dans un conteneur. Et l'idée du conteneur, c'est de pouvoir faire un test qui puisse être fait sans influence de la température extérieure, sans influence du vent, puisque le vent a une importance sur le résultat final, et sans influence du soleil. On s'était rendu compte que le soleil avait un impact sur les résultats. Voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en interne. Et bon, donc on va voir. Pour le moment, on est parti sur cet essai-là, mais je dirais que la norme va certainement évoluer. Donc voilà pour la partie maquette. Ensuite, je vais vous présenter les résultats que nous avons eus avec notre matériau, notre mousse fibrée thermodurcissable. Donc nous ne sommes pas encore équipés du banc d'essai, puisque en fait il n'est pas encore complètement défini, mais je dirais que c'est prévu, hein, je pense cet été nous allons investir dans ce banc d'essai. Aujourd'hui nous avons simplement revêtu une tôle, donc une tôle qui a la forme de la maquette avec notre produit. Notre produit fait 20 mm d'épaisseur, et nous avons injecté environ 20 litres minutes d'azote pendant 10 minutes pour remplir la maquette. Et après 2 heures, nous avons un résultat sous la tôle de 22 degrés, de moins 22 degrés. Donc c'est un très bon résultat. Les solutions aujourd'hui concurrentes sont sur 30-35 mm et ils sont plutôt à moins 35 degrés, sachant que la limite est à moins 40. Donc ça, c'est ce qui est, voilà. Donc on a vraiment des très bons résultats. Donc après, si on veut approcher les moins 40, il suffit simplement de diminuer l'épaisseur de notre produit. Voilà. Donc ça, c'est les courbes. Alors, je ne sais pas si on voit bien les courbes, mais bon, en gros, donc ça, c'est les courbes. Après 2 heures,
Donc on est ici. On arrive à moins 22 degrés. À moins 22 degrés. Donc ici, on a une courbe ici. Donc on avait mis des capteurs sous la tôle et dont un sous le point d'injection. Et en fait, au point d'injection, pendant l'injection, on avait une descente très rapide de la température, mais qui s'est restabilisée quand on a arrêté l'injection d'azote liquide. Et puis cette courbe-là, c'est la courbe qui était dans le milieu de la maquette, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu plus basse. Mais je dirais que les résultats sont tout à fait cohérents. Et ce que l'on doit faire maintenant, c'est répéter les essais pour vérifier que les résultats sont toujours systématiquement les mêmes. Donc là, je vais vous parler rapidement de... Oui, c'est bon. Donc je vais vous parler maintenant de notre matériau que nous avons développé. Donc c'est un matériau que nous avons commencé à développer il y a 5 ans, qui doit résister au choc thermique, puisque en fait c'est la partie la plus importante. C'est également un matériau qui doit résister à la température cryogénique, on en a déjà parlé, mais également à un jet fire. Donc là on parle de plus de 1000 degrés pendant 1 heure. Donc voilà, ça j'en ai parlé. C'est un matériau également qui doit résister, qui doit avoir une résistance mécanique élevée, puisqu'on doit pouvoir rouler sur le pont du FLNG avec des chariots élévateurs, des gens qui font de la maintenance, donc des chutes d'objets, et qui doit également résister pendant 25 ans aux différents éléments en mer. Donc il y a plein de choses qui peuvent intervenir là-dedans. Et ce matériau, en fait, on l'a également développé parce que sur les solutions actuelles avec les époxys, il y a un certain nombre d'inconvénients qui sont que les époxys sont fragiles à température cryogénique, que ce sont des produits qui peuvent vieillir puisqu'ils sont rigides, que ce sont des produits qui sont déposés par spray, donc longs à déposer, et puis également à des prix très élevés aujourd'hui. Bon, je pense que ces prix pourront baisser, mais en tout cas, je dirais que si nous avons lancé le développement, c'est pour ces raisons-là. Donc ça, c'est les différentes photos de nos matériaux. De notre matériau, on peut avoir une densité de 60 km3 jusqu'à 1300 km3. On voit mieux sur cette diapo. Donc ici, c'est les différentes densités de notre mousse fibrée thermodurcissable. Ici, on peut également avoir 2 densités sur l'épaisseur. Donc ça, c'est intéressant. On peut avoir une couche supérieure qui fait la résistance mécanique et en dessous une partie isolante. Et on peut également localement faire des renforts. On peut également insérer des inserts métalliques très facilement dans notre matériau. Donc voilà, donc un certain nombre d'avantages. Et on a également travaillé sur des systèmes de jonction. Donc la jonction est faite avec le même matériau et donc ce qui nous permet d'avoir une surface complètement continue, continue au niveau résistance mécanique, continue au niveau résistance au feu et au niveau choc thermique. Là, c'est donc l'essai-feu que nous avons fait. Donc nous avons fait un jet fire avec une température de flamme de plus de 1000 degrés. Et après 1 heure, on était à 425 degrés, sachant que cet essai-là, nous l'avons fait sans tôle à l'arrière. D'habitude, le Jetfire est fait avec une tôle à l'arrière. Donc là, donc uniquement le matériau, on a 425 degrés après 60 minutes. Donc si on avait une tôle, on serait bien inférieur puisque la tôle ferait radiateur derrière. Voilà, donc la valeur ajoutée de ce matériau, c'est principalement qu'il a une très bonne résistance thermique par rapport à sa capacité de résistance mécanique. Donc les lambda, sur des densités de 200 km3, on va être à 30 mW, et sur des densités de 1000 km3, on va être aux alentours de 90 à 100 mW. Donc c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment la valeur ajoutée de ce produit. Bon, après le reste, voilà. Voilà, donc là j'ai une fiche technique. Et puis tout à l'heure, j'ai juste rajouté un slide, et ça c'est juste pour information, c'est de dire qu'on développe également, et ça c'est pas pour tout de suite, mais enfin c'est en cours, des matériaux super isolants, donc avec des lambda qui sont extrêmement faibles quand ils sont mis avec des PIV. Et puis, donc là on est à 22 mW sans PIV, et on est aux alentours de 6 à 10 mW avec des PIV. Voilà, c'était juste pour, puisque par rapport à la discussion, il me semblait intéressant de présenter ça. Après, s'il y a des questions, je suis disponible.